Aujourd'hui, Prime dans le Nevada, c'est littéralement un décor de film post-apocalyptique. Des casinos légendaires qui prennent la poussière, un centre commercial fantôme et une identité qui s'évapore doucement dans le silence du désert. Mais attention, cette descente aux enfers des casinos de Prime n'était pas juste une fatalité écrite d'avance. Ça s'est passé à une vitesse fulgurante et honnêtement, très peu de gens ont vu le mur arriver. La vraie question, c'est comment un empire familial né de l'imagination d'un certain Ernest J. Prime est célèbre pour ses attractions dingues comme le Grand 8 Desperado a pu régner en maître sur la frontière avant de s'écrouler face à la concurrence et aux brutales réalités économiques. Pour capter comment cette oasis de néon a pu charmer puis brutalement larguer des milliers de voyageurs sur l'Interstate 15, il faut rembobiner jusqu'à l'époque où Prime n'était qu'un point paumé sur une carte. Dans cette zone aride où le Nevada tape dans la main de la Californie, il n'y avait à la base que quelques pompes à essence, un café tiède et 3 machines à sous. Le bled s'appelait State Line, un nom aussi banal que le sable autour. Tout bascule en 1996 quand ce regroupement de commerce devient officiellement Prime, en hommage à Ernest J. Prime, le visionnaire qui avait repéré de l'or là où les autres ne voyaient que du vide. Ernest, c'était un joueur. Dès les années 50, il achetait des terrains en douce à la frontière, pariant gros sur le fait que le flot continu de voitures venant de Los Angeles aurait besoin d'une pause avant d'atteindre les lumières de Vegas. Il débarquait avec, dans ses bagages, les leçons. Apprises en gérant des salles de jeu à Gardena. Sa recette, bouffe pas cher, parking facile et de l'action immédiate. Le Whiskey Pits ouvre ses portes en 1977, un château un peu kitsch nommé d'après un contrebandier du coin. Ce n'était pas juste pour faire le plein d'essence, c'était la promesse d'un premier shoot de jeu légal du Nevada, littéralement à 2 pas de la Californie. Gary, le fils d'Ernest, rejoint l'aventure et ensemble ils gèrent la boutique avec une approche terrain qui n'avait rien à voir avec les costards cravates froids des grands groupes de casinos plus loin sur la route. Ici, les croupiers et les cuistots tutoyaient presque les patrons et la famille Prime vérifiait tout elle-même, de la couleur des néons au prix du steak frites. La stratégie était simple mais redoutable. Choper les automobilistes trop impatients pour attendre Vegas ou ceux qui voulaient une dernière mise avant de rentrer. Au début, Prime, c'était pas le luxe, c'était l'efficacité. L'idée était de cueillir les voyageurs là où ils étaient, transformant une simple halte pipi en une destination incontournable. Renommer la ville, c'était plus qu'un clin d'œil, c'était planter un drapeau dans le sol. On est là pour durer. Au début des années 90, les ambitions de la famille Prime dépassaient largement le simple casino de bord de route. En 1990, ils dévoilent le Primadonna Resort, un hôtel blanc étincelant planté côté Nevada avec des centaines de chambres prêtes à avaler les touristes du week-end. Mais le vrai coup de maître arrive en 1994. Avec l'ouverture du Buffalo Bills Resort and Casino. Son thème Far West n'était que l'apéro. Le clou du spectacle, c'était le Desperado, des montagnes russes de 64 mètres de haut, parmi les plus hautes du monde à l'époque. Les passagers affrontaient une chute tellement raide qu'elle est devenue mythique, et ces rails jaunes, on les voyait à des kilomètres sur l'Interstate 15 comme un défi lancé aux conducteurs. À l'intérieur du Buffalo Bills, la Star of the Desert Arena pouvait entasser 6500 personnes. Concerts, rodéos, matchs de boxe, ça attirait les foules des 2 États. Les familles y trouvaient bien plus que du poker. Il y avait des attractions aquatiques, des salles d'arcade et une tour de chute libre à vous retourner l'estomac. Prime n'était plus juste un arrêt au stand, c'était devenu un parc d'attractions géant conçu pour piéger tous les types de voyageurs. En 1998, nouvelle pièce du puzzle, les Fashion Outlets of Las Vegas ouvrent à côté du Primadonna, avec déjà 85% des boutiques louées. Des bus entiers débarquaient de Los Angeles chaque jour, déversant des acheteurs en quête de marques à prix cassé. En 2007, le centre commercial était plein à craquer, classé parmi les outlets les plus rentables du pays. Les gros week-ends, c'était la guerre pour se garer et les casinos tournaient à plein régime jusqu'au bout de la nuit. La formule magique de Prime, dodo pas cher, attraction de dingue et shopping illimité avait créé une machine à cash alimentée par le trafic incessant entre la Californie et le Nevada. Mais en mars 2000, les électeurs californiens votent la proposition 1A, ouvrant grand la porte aux
casinos tribaux pour installer des machines à sous et des tables de jeu partout dans leur état. En un rien de temps, des salles de bingo modestes comme Yamava se sont métamorphosées en complexes titanesques, avec hôtels et salles de concert qui n'avaient plus rien à envier au Nevada. Pour les habitants du sud de la Californie, le rêve de Vegas se trouvait soudainement à seulement 1 heure de la maison sans avoir à se taper la traversée du désert de Mojave ou à passer la frontière. Amanda Bellarmino, une experte en jeux de l'UNLV, est formelle. Cette explosion des casinos tribaux a signé l'arrêt de mort progressif de l'empire de Prime. Les chiffres ne mentent pas. Si les foules du week-end pointaient encore le bout de leur nez, la semaine, c'était le calme plat. Les Californiens préféraient désormais flamber près de chez eux. Les grands patrons d'Affinity Gaming ont dû cracher le morceau aux huiles du comté de Clark. La nouvelle réalité pique un peu. L'action à la frontière ne chauffe plus que le week-end, transformant les casinos en vastes halls déserts la majeure partie de la semaine. Ce côté pratique qui avait propulsé l'ascension de Prime, envolé, parti voir si l'herbe était plus verte à l'ouest. Au lieu d'être l'escale incontournable, Prime n'est plus qu'un poste avancé paumé, trop loin pour une virée express et trop rikiki pour faire de l'ombre. Au cirque géant du Strip, sans compter qu'il n'est plus le seul joueur dans la partie entre Los Angeles et Las Vegas. Cette ville frontière qui s'engraissait jadis sur le dos des voyageurs impatients se fait désormais snober royalement alors que sa clientèle file vers de nouveaux Eldorado locaux. En mars 1999, la famille Prime a lâché les rênes de son empire frontalier à la MGM Grand pour la coquette somme de 600 millions de dollars. Petit détail malin, ils ont berdé le sol sous les casinos. L'arrivée de la MGM a signé la fin de la bonne franquette, remplaçant la gestion familiale par une armée de costards-cravates et des rapports trimestriels indigestes. Pendant 8 ans, la MGM a tenu la barre des 3 casinos, mais le vernis a fini par craquer quand les complexes tribaux de Californie ont commencé à siphonner méchamment leurs profits. Le 10 avril 2007, la MGM refourgue le bébé à Hearst Gaming pour 400 millions de dollars, une belle moins-value au passage. Encore une patate chaude refilée, cette fois à une boîte surtout connue pour ses pompes à essence et ses machines à sous de station-service. Hearst a placardé ses enseignes douteuses un peu partout, mais le timing était catastrophique. La grande récession a débarqué et les parieurs se sont volatilisés. Le 23 mars 2009, Hearst met la clé sous la porte via le chapitre 11, laissant les banquiers ramasser les pots cassés. Les établissements ont vivoté sous tutelle judiciaire avec un entretien repoussé aux calendes grecques et des budgets serrés comme un expresso. En 2011, la boîte renaît de ses cendres sous le nom d'Affinity Gaming, mais la sérénité du bon vieux temps s'était fait la malle. Les employés nostalgiques de l'époque Prime devaient désormais rendre des comptes à des cadres fantômes, craignant pour leur peau à chaque conférence téléphonique. En 2017, Capital Partners privatise Affinity, bouclant encore un tour de manège administratif. Chaque nouveau proprio débarquait avec des promesses plein la bouche, mais cette valse des ventes n'a fait qu'abîmer les casinos. Les murs qui résonnaient autrefois de la fureur des week-ends n'arboraient plus que les stigmates silencieux de l'abandon. Les premières fissures au centre commercial, évidemment. Fin 2017, les fashion outlets de Las Vegas ne peuvent plus payer leur ardoise de 73 millions de dollars. Un an plus tard, saisie bancaire. La valeur du bousin s'effondre, passant de 125 millions à un minable 25,5 millions. Les vitrines vides se sont multipliées comme des champignons et le rebranding en Prism Outlets n'a trompé personne. Les vendeurs ont plié bagages pour de bon. Les allées jadis bondées sont devenues des couloirs de la mort, décorés uniquement de grilles baissées et de fresques qui se sentent bien seules. Et paf, mars 2020, le confinement du Nevada ferme le rideau sur tout, Prime, casino et boutique inclus. Le Buffalo Bills a piqué un somme de près de 3 ans. À la réouverture, les montagnes russes Desperado faisaient la gueule, muettes, leurs eyes jaunes collectionnant la poussière au-dessus d'un parking fantôme. Le 17 décembre 2024, Whiskey Pete's baisse le rideau, profitant d'une astuce légale pour hiberner jusqu'à 3 ans. L'arrêt routier d'à côté fait tourner ses slots, mais le château lui-même est devenu silencieux pour la première fois en un demi-siècle. Triste record. À peine quelques mois plus tard, le 2 juillet 2025, le Buffalo Bills arrête le 24h/24 et expédie ses derniers concerts au Prime Valley Resort. Des centaines de travailleurs se sont retrouvés sur le carreau.
Certains après avoir usé leurs semelles pendant des décennies au même endroit. Avec un seul casino debout, le pouls de la ville est presque plat. Les week-ends de gros lots, on voit encore des fils serpenter depuis la boutique de loterie, des milliers de gens qui poireautent des heures pour un ticket. Une dernière bouffée d'espoir ironique dans un lieu bâti sur le hasard. Ce 17 décembre 2024, la fermeture du Whiskey Pit a signé la fin du fameux trio de primes, réduit à un seul acteur à temps plein. Plus de 9000 personnes ont fait la queue pour la loterie en un jour. Mais juste à côté, le centre commercial de 35 000 m² sonne le creux et le Desperado ne crie plus. Les archives du comté et les dossiers d'entreprise racontent une chute inexorable, preuve à l'appui. L'explosion des casinos californiens après l'an 2000, la patate chaude refilée de proprio en proprio. Les faillites et la pandémie ont fini par avoir la peau de prime, incapables de survivre juste avec les fêtards du week-end. Reste à savoir si le dernier survivant tiendra le coup ou si ce projet d'aéroport viendra un jour jouer les sauveurs inespérés. Aujourd'hui, le sort de prime est une leçon magistrale sur la façon dont la concurrence et les nouvelles habitudes de voyage peuvent effacer de la carte même les monuments les plus kitsch de la frontière.